Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Productive You. Je reçois aujourd'hui une jeune femme dans le cadre du mois de mars, mois du rangement. Il s'agit de Karine V. Bonjour Karine. Bonjour Priscille. Alors Karine, elle est business coach spécialisée en organisation et en management. Elle est coach ICF, elle est formée à la systémique, à la PNL, elle est formatrice et consultante en color profil, donc une approche très très complète. Elle travaille avec des organisations, des individuels depuis plus de 10 ans. Hein, c'est ça, plus de 10 ans, je ne suis pas trompée. En tant que coach, c'est un peu moins quand même. Un peu moins, un peu moins. Mais voilà. Par contre, j'ai travaillé pendant 10 ans, effectivement, en gérant plein d'entreprises différentes. Et du coup, c'est une ce qui m'a serial donné le goût de... entrepreneur. Voilà. Pas serial killer, serial entrepreneur. Très bien, très bien, très bien. Et donc aujourd'hui, Karine, de quoi vas-tu nous parler en rapport avec l'organisation? Mais tu m'as dit que tu voulais absolument que je te parle d'organisation aujourd'hui et je trouve que c'est un super outil de manière générale et dans les clients que je croise, en fait, quand on leur parle d'organisation, ils ont un peu envie de partir en courant. Et ce que j'aimerais transmettre aujourd'hui, c'est une vision vachement plus décontractée de l'organisation et de l'organisation qui pourrait devenir vraiment un allié et un ami dans nos quotidiens plutôt que de quelque chose de rigide qui nous est imposé de l'extérieur. Très bien. Alors, c'est un sujet absolument passionnant, l'organisation, et en faire une alliée ou une amie, c'est quand même pas mal. Et comme tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de gens qui considèrent que c'est un fardeau, une peine, un truc hyper rigide. Moi, on me dit parfois, oui, non, mais moi, tu sais, je suis plus créatif, alors l'organisation, c'est pas mon truc, machin. Ça Voilà. enlève toute spontanéité. Moi, je veux pouvoir garder ma liberté de mouvement. Et alors, c'est génial parce qu'effectivement, garder sa liberté de mouvement, ça implique de répondre à toutes les sollicitations sur la journée dans n'importe quel ordre, de finir comme une bille de flipper où on nous tape dedans à n'importe quel moment, on refait un tour et puis on redescend. Et là, on se dit, ah ben c'est super, là, j'ai fait toute la journée, mais en fait, j'ai rien choisi de ce que j'avais fait, j'ai juste fait ce qu'on m'a demandé. Et là, je me sens libre. Eh ben, écoute, ça me rassure que nous soyons plusieurs à avoir ce même point de vue. C'est ce que je dis aussi. Donc, effectivement, on n'a pas forcément toujours la même notion de liberté. Pas toujours. Alors, raconte-nous tout. Comment on s'y prend, quel que soit notre profil, ou de toute façon plus générale, pour en faire notre allié de cette fameuse organisation? Alors d'abord, c'est d'explorer comment on fonctionne. Pour moi, c'est la première chose à faire. J'ai adoré tous les bouquins que j'ai pu lire sur l'organisation. Je suis absolument certaine que tous ces bouquins sont parfaitement adaptés à la personne qui les a écrits. Et que au-delà de ça, mais on dit souvent que pour écrire un bon livre, il faut écrire le livre qu'on aimerait lire. Donc... Mais tout à fait, tout à fait. Et vraiment, je pense que chacune de ces organisations est vraiment un mode de fonctionnement qui marche très bien pour la personne qui a écrit. Au-delà de ça, il faut écrire son propre bouquin d'organisation, aller piocher à gauche, à droite ce qui fonctionne pour nous, dans notre mode de fonctionnement, et puis d'en faire quelque chose qui nous correspond et pas un modèle imposé qui vient de l'extérieur. On est d'accord, on est d'accord. Et alors, comment on fait pour connaître justement comment on fonctionne et ce qui nous va? Alors, la première chose, et c'est là que les gens commencent à me détester généralement, c'est que je leur dis de noter ce qu'ils font et de regarder à quoi ils passent leur temps. Ils me disent: «Ah non, c'est trop pénible. J'ai déjà une diététicienne qui m'a demandé ça, c'est horrible», enfin voilà. Je dis: «Mais il y a pas moyen, enfin il y a pas besoin de faire ça super dans le détail». Mais par contre, la première chose qu'on fait quand on se dit: «Tiens, je vais faire des économies», en fait, on commence par regarder à quoi on a dépensé notre argent. Ça paraît tout à fait normal pour tout le monde. Par contre, quand on se dit: «Tiens, je veux gagner du temps», là, subitement, regarder à quoi on a dépensé notre temps, c'est pas du tout une option. Et donc, pour moi, c'est la première chose, c'est d'avoir vraiment cette vision de, OK, à quoi est-ce que je passe mon temps? Est-ce que c'est OK pour moi la façon dont je dépense ces 1440 minutes qu'on m'offre tous les jours et tous les matins et qui correspondent à 24 heures? Et est-ce que c'est OK ce que j'en fais et la façon dont je les dépense? Est-ce que je vois les gens que j'ai envie de voir? Est-ce que je ressens les émotions que j'ai envie de ressentir? Et est-ce que les actions que je peux mener sur ce temps-là m'amènent à mes objectifs? Très bien. Et tu utilises un outil particulier pour faire ça ou juste une Excel, un fichier Excel, un truc tout balou? Eh ben, c'est là où c'est important de se connaître. Et du coup, si je suis face à quelqu'un de super créatif
qui trouvent ça super cool d'utiliser plein de crayons de couleur, qui adorent le dessin, mais surtout, on fait ça sur papier. Si c'est quelqu'un qui est super à l'aise avec Excel et c'est super pratique, ok. Moi, la plupart du temps, je prends simplement l'agenda de bureau, soit un agenda papier pour ceux qui travaillent encore avec de l'agenda papier, ce qui devient de plus en plus rare. Enfin, j'en croise encore de temps en temps. Soit vraiment simplement son Outlook et plutôt que de noter juste ses rendez-vous, je prends 4 minutes pour compléter aussi ce que j'ai fait pendant la journée et sans entrer dans un niveau de détail extraordinaire. Donc le Vraiment. côté si j'ai répondu à des mails pendant 1 heure, j'ai pas besoin de détailler à qui j'ai écrit, ce que j'ai écrit, etc. Enfin, mail 1 heure, ça suffit quoi. Ouais. OK, Donc ça prend réellement 4 minutes par jour maximum. très bien. Et une fois qu'on a fait ça, Une fois qu'on a fait ça, mais on choisit les choses qui sont importantes pour nous, qu'on a envie de maintenir, les plages horaires qu'on a envie d'augmenter. Donc, si on a envie d'ajouter de la lecture, par exemple, ou du sport, c'est souvent les choses qui reviennent le plus souvent. J'ai envie de lire, j'ai envie de faire du sport, etc. On pense régulièrement en fait d'ajouter des heures dans son agenda. Ça, c'est absolument pas un problème. Tout le monde visualise très bien, mais par contre, personne ne se dit du coup, ça veut dire que je vais devoir enlever quelque chose. c'est un choix, hein, comme on dit, hein. Quand on dit oui à quelque chose, on dit non à quelque chose d'autre en général. Ouais, mais en termes de temps, on a toujours cette douce candeur d'imaginer qu'on va pouvoir faire 3 heures de plus de quelque chose sans enlever 3 heures quelque part. Bien sûr. Et donc, clairement, pour moi, la première chose, c'est que cette observation va pouvoir identifier clairement quelles sont les heures qu'on peut éliminer, celles qui ne servent à rien, qui ressemblent à du temps perdu parce que finalement, c'est pas vrai. Je pourrais m'en passer, je prends pas particulièrement de plaisir. Enfin, je prends notamment les heures qu'on peut passer à scroller sur notre téléphone ou à regarder les réseaux sociaux. Enfin, à partir du moment où on le fait consciemment et c'est une vraie distraction, c'est chouette. Heu et c'est tout à fait OK d'inclure ça dans notre quotidien. Par contre, si on commence à, juste, être accroché à notre écran et à passer d'une publication à l'autre, par automatisme, sans aucune conscience, sans aucun plaisir, là, on est juste en train de perdre son temps, autant aller dormir ou autant faire tout à fait autre chose. Et donc l'identification de ce qu'on fait permet d'identifier toutes ces zones où on perd du temps, où on s'est laissé distraire par des collaborateurs alors que c'était pas vraiment utile. Ça permet de recréer des espaces où on est réellement disponible pour ses collaborateurs plutôt que de les autoriser à n'importe quel moment dans la journée et de finalement être dérangé tout le temps, de leur répondre à moitié, de pas être vraiment à ce qu'on fait, etc. Enfin, et donc, c'est vraiment consciemment remettre des tranches horaires de choses que j'ai envie de faire à certains moments. Et du coup, de vraiment choisir et pas du tout de s'imposer un horaire en disant: «Du coup, je ferai ça à telle heure». Non, pas du tout. Mais par contre, de dire: «En fait, le moment qui me convient le mieux pour faire cette tâche, en fait, c'est à ce moment-là». Et donc je me le réserve et puis le vendredi soir, j'ai envie d'aller au théâtre et il est hors de question, qu'il y ait un dossier qui est débordé, et que du coup, j'ai pas l'occasion d'y aller parce qu'il faut que je fasse des heures sup. Donc voilà, et donc c'est choisir consciemment ce que j'ai envie de faire et de laisser de la place dans mon temps pour le faire. Très bien. Et alors concrètement, tes clients, ils s'en sortent comment quand ils font ça? Alors concrètement, d'abord ils râlent, sur, «Il va falloir que je complète», et puis, généralement ils reviennent, ils l'ont fait à 75 et c'est pas mal, et puis ils me disent: «Ouais, bon, j'ai fait ce que je pouvais», mais je dis: «Mais c'est super», voilà, et puis assez vite, ils se disent: «Ouais, mais du coup, j'ai remarqué que». Et donc très rapidement, ils identifient des plages horaires Mmh. qui sont des trucs où ils perdent du temps à fond, Mmh. et très vite, ils récupèrent du temps parce qu'ils se sont rendus compte que, en fait, ça, il y avait pas besoin de le faire, que, ils avaient été 3 fois au même endroit, à des moments différents, et qu'ils auraient très bien pu le faire en une seule fois, et donc ils voient très vite, quel est l'intérêt du fait, d'observer ça. Mmh. Et alors, on commence à discuter ensemble de quelles sont les synergies qui vont être possibles dans cet agenda. De dire: «Bah, tiens, en fait, tu es à tel endroit, tu as envie de voir telle personne. En fait, en même temps, tu pourrais faire ça et ça». Typiquement, enfin, moi, souvent, l'enjeu, quand je travaille avec des managers, c'est de rajouter de la place pour, la vie familiale, et la vie entre amis, le sport, et cetera. Parce que généralement, le temps qu'ils doivent consacrer au boulot, il est déjà complètement consacré au boulot, c'est pas un souci. Mmh. Le souci, c'est plutôt d'intégrer d'autres choses aussi. Et heu et du coup, c'est ce côté, j'ai des associés comme ça qui devaient rediscuter de manière informelle, d'un
d'un projet en cours dans leur entreprise. Et ils avaient envie de faire ça hors de l'entreprise, plutôt le week-end. Et par contre, ça les embêtait de prendre du temps sur leur vie de famille pour pouvoir discuter ensemble. Et en fait, ils se sont mis d'accord. Ils sont allés dans un parc d'attractions avec tous leurs enfants. Et donc, ils ont embarqué tout le monde. Et le temps que les enfants étaient sur les attractions, etc., ben, en fait, ils en ont profité pour parler de leur projet. Et ça a fonctionné assez bien, parce que le but, c'était une réunion informelle, c'était de pouvoir échanger, etc. Et en fait, ils ont passé une super journée, les enfants sont super contents. Eux, ils ont rempli complètement leurs objectifs de pouvoir échanger sur leur projet. Et l'ensemble des critères sont remplis. Ouais. Quand on prend le temps de regarder ça à l'avance, il y a moyen de le faire avec plein de choses. Mais c'est clair, moi j'avais écrit un article tout au début que je faisais du blog sur les week-ends efficaces. Alors moi j'ai dit week-end efficace et tout, mais souvent on arrive le dimanche soir, on est complètement flagada, on a le moral dans les chaussures. C'est pas parce qu'on reprend en général le lundi matin, c'est surtout parce qu'on n'a rien branlé du tout le week-end et qu'on se dit ah là j'ai rien foutu et là je reprends demain. Ouais. C'est surtout ça, quoi, le blues du dimanche soir. Hein. Et donc là, je proposais, par exemple, effectivement, on a envie d'aller au cinéma et en même temps de voir des amis, bah, pourquoi pas proposer une séance de cinéma entre amis. Et puis derrière, on va se manger, je sais pas, une pizza, une crêpe et on parle du film. Et comme ça, on a fait 2 en 1. Quoi. On est avec sa famille, la famille des autres, on va voir un film ensemble. Voilà, et il y a plein de choses. Mais alors voilà, comme tu l'as dit, faut pas que ça nous prenne comme ça, tiens, hop, une idée me traverse, hein, parce que effectivement, après, on fait 20 fois la même chose, ou on va 20 fois au même endroit, et puis on perd énormément de temps, on fait pas de synergie. Moi, j'utilise beaucoup, tu sais, la technique de David Allen, le Getting Things Done, que j'ai fait à ma sauce Priscille, hein, parce que je ne l'applique pas net comme ça. Mais parce que Getting Things Done est super pour David Allen. Probablement, mais tu peux vraiment l'adapter. C'est ça que j'apprécie, moi, c'est qu'il y a des grands principes et une fois que tu as bien compris les principes, tu fais ta petite sauce. Et notamment, à un moment, il suggère de mettre des tags sur... alors, idéalement, il faut avoir un agenda électronique, hein, évidemment, ou un gestionnaire de tâches électronique, où on va pouvoir taguer les lieux où on peut faire certaines choses, ou bien les niveaux d'énergie, enfin voilà. Et ce qui permet, par exemple, ben tiens, je dois aller dans le train, je suis dans le train pour aller quelque part, je peux trier dans ma liste tout ce que j'ai noté que je pourrais faire dans le train. Alors, c'est pas des choses ultra urgentes qu'il fallait faire pour hier, en général, hein, c'est juste qu'on a réfléchi un petit peu à l'avance quand on a fait sa planification, en disant, bah tiens, quand je serai dans le train, je pourrais faire ça. Et du coup, on fait tout et on optimise. Et donc, on peut le faire par lieu, par jour, par ceci, par cela, de façon à éviter, hein, je fais, j'arrête, je reprends, je change, je reviens, voilà, de faire. Et par lieu, ça marche très, très bien aussi. Moi, un truc que j'ai adoré dans son bouquin, et dans cette catégorisation dont tu parles, c'est la notion de cerveau mou. Et des tâches à faire quand on est en niveau d'énergie beaucoup plus bas. Et en fait, ça nous arrive à tous. Enfin, on ne sait pas être à 100% tout le temps. Et du coup, on se retrouve parfois à se dire, bah, OK, j'ai 1 heure entre 2 rendez-vous, mais alors, niveau d'énergie nul. Et là, c'est vrai qu'aller piocher dans cette liste de ah ben en fait j'avais dit que je trierais les photos machin, que en fait j'allais ranger ce truc là et en fait j'ai toujours une liste comme ça de trucs à faire où je sais que si je fais ça à 8 heures du matin alors que je suis en pleine énergie, c'est complètement du temps perdu. Ouais. Par contre, entre 2 rendez-vous vite fait avec un niveau d'attention qui est très bas, ça marche super bien. Ouais. Et donc, je te rejoins sur ces listes circonstanciées comme ça, c'est vraiment un outil fabuleux. Alors, je te laisse continuer. Mais avec plaisir. Donc donc clairement, souvent quand ils ont commencé à utiliser cette technique de je fais plusieurs choses en même temps, ils deviennent aussi beaucoup plus conscients de à quel point ils ont la maîtrise de leur agenda. Et trop souvent, il y a ce côté je suis victime de mon agenda. Je sais qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger l'une et l'autre sur cette position de victimisation. Et une fois qu'on quitte cette posture de victime et qu'on quitte cette notion de en fait mon agenda m'enchaîne, c'est ma prison, en fait on peut commencer vraiment à être libre à ce moment-là et dire bah, je choisis à quel moment je fais les choses, je choisis qu'en fait il y a des choses qui sont importantes pour moi et je choisis qu'il y a certaines choses que je ne ferai pas. Et dans mes collaborateurs, eh bien ils peuvent me le demander, c'est une demande n'est pas une obligation. Et j'ai le droit de dire non, et j'ai le droit de postposer certaines choses et d'en déléguer d'autres. Alors, le fait de déléguer, ça, parfois, on passe quand même pas mal de temps là-dessus avec mes clients. Oh, pourquoi
parfois, c'est un peu, allez, c'est pas toujours super confortable pour tout le monde, de dire que je vais laisser faire quelque chose que je sais faire à quelqu'un d'autre qui inévitablement va le faire tellement moins bien que moi, en tout cas dans C'est l'imaginaire de base. sûr. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Il faut bien se réconforter, quelque part, hein, en se disant: «Je suis le chef, je sais». Ouais, et c'est vrai que là, ça fait aussi partie des choses, où, bah, on peut travailler sur le fait que, bah, si c'est fait un tout petit peu moins bien, ou pas du tout, ou pas de la même manière, en fait, c'est pas grave. Et puis je leur dis aussi, beh, laissez-vous surprendre. Peut-être que dans le pire des scénarios, la personne ferait ça même mieux que vous. Ça serait vraiment dramatique, quoi. Et je leur souhaite souvent d'engager des gens qui vont faire les tâches, qui leur sont déléguées de manière plus optimale que ce que le boss ne pourrait faire. Parce que finalement, le boss, souvent, ça reste un grand généraliste de son entreprise. Et c'est chouette d'avoir des gens qui, après, peuvent faire les choses plus dans le détail, mieux, plus efficacement, avec une nouvelle technologie, avec une nouvelle approche, avec c'est aussi ce qui fait évoluer l'entreprise. Oui et puis, alors moi j'en parle beaucoup aussi dans mes formations de management, hein, on a toute un partie sur la délégation et on Mmh. commence aussi par les peurs de chacun, perdre le contrôle, il y en a un qui sait mieux que moi, tatati tatata et tu vois, au début que j'avais fait ma formation, j'avais fait toute une petite liste comme ça à l'après-vert, qui est assez longue quand même, hein, de tous les freins qu'on peut avoir en me disant: «Oh les gens vont pas trop se reconnaître» et en fait spontanément, ah ouais, mais même des managers depuis 30 ans, tu vois? Ah ouais, Mmh. non, mais moi, celui-là, j'ai toujours du mal, hein, il me faut toujours que je me force et spontanément, j'ai même pas besoin de les questionner. Spontanément, il montre, hein, celui qui, enfin le ou les points qui continuent à pour certains, à être difficiles après des années et des années de gestion d'équipe, quoi, hein. C'est assez, Et dur après parfois, hein, c'est vraiment lié au caractère, hein. tout à fait, et j'ai envie de rebondir là-dessus, sur ce truc de bah, en fait, souvent on essaye de mettre en place une organisation, et on se dit que, bah, on va essayer quelque chose et ça doit marcher dans la semaine. Et alors que sur le côté manager dont Plug tu viens. and play. C'est ça, voilà. Oui, oui. Et sur ce côté manager où tu m'expliques qu'il y a des gens qui sont managers depuis 30 ans et puis qui continuent à avoir des difficultés sur certains points, et cetera. En fait, on ne se l'autorise pas du tout en organisation. Mmh. Et donc, je dois mettre un truc en place et du jour au lendemain, ça doit marcher. Et mon planning, bah, en fait, j'ai fait un planning, ça n'a pas marché et donc j'arrête. Et Mais j'ai en fait, essayé 3 jours. bien sûr. Et bien, et évidemment que le planning, il n'est pas juste la première semaine. Évidemment que ça ne tient pas la route. Évidemment qu'il va y avoir des adaptations. Par contre, avec cette technique de je regarde, enfin, c'est cette méthode Kaizen, de qualité que moi j'aime bien, qui a été, Les petits pas. apportée, les petits pas dans le grand public. Donc c'est vraiment cette notion, mais je planifie, je fais, j'observe et puis je regarde quelles sont les différences entre ce que j'ai fait et ce que j'avais planifié. Et puis sur cette base-là, bah, je peux corriger pour la fois suivante. Ah Et moi, c'est comme les gens. je travaille beaucoup avec des agilistes ces derniers temps. Je leur dis: Ouais, «Voilà, vous avez un petit sprint, vous faites un petit sprint de 2 semaines», ils ouais. comprennent et puis Mmh. ensuite vous faites une petite rétrospective, qu'est-ce qui a marché, pas bien marché et cetera et puis là, hop, on fait des nouvelles itérations pour le sprint d'après et ça marche très, très bien aussi. D'accord. J'aime beaucoup cette traduction en langage agile, mais Mais c'est oui, tout à fait ça. mais il faut Mais ouais, s'adapter à sa tout à fait. clientèle et à ses aux personnes que l'on forme et il y a Mmh, voilà, chacun après a ses repères. Et c'est complètement. vrai que les méthodes d'agilité, on les retrouve dans plus en plus d'entreprises et pas forcément dans les services informatiques, hein. Non, Donc voilà, donc j'essaye un petit peu d'adapter, mon langage, excellent. à mes nouveaux, auditeurs, on va dire, ou Mmh. clients. Non, bah, tu fais bien, effectivement, je pense que c'est aussi quelque chose de super important, de parler le langage de l'autre, y compris dans les outils. C'est ce que je te disais tout à l'heure, enfin, je veux dire, ceux qui ont envie de continuer avec un agenda papier, avec un agenda électronique, avec, enfin, je pense que c'est notre rôle aussi que de les accompagner dans qui ils sont et quels sont leurs goûts et leurs sensibilités et de leur permettre aussi de rajouter du piment, de la couleur là-dedans, enfin, Mmh. hem je suis tombée sur des nanas qui étaient, dans le marketing, ultra vivantes, ultra dynamiques et cetera et puis, elles m'avaient dit: «Mais non, mais moi, utiliser un logiciel, avec tout en gris et blanc, c'est pas possible, quoi» et je comprends. Enfin, je veux dire, elles sont super pétillantes, elles travaillent, enfin, en mode, voilà, enfin, il faut pouvoir rajouter de la couleur, il faut pouvoir rajouter des trucs rigolos, enfin et qu'il y ait des petits dessins dans les coins et évidemment, quoi. Enfin et ça doit pas du tout devenir quelque chose de lourd et au contraire, se retrouver avec, Puis on a son la chance outil. quand même dans les outils qu'on a maintenant, même un agenda électronique,
Enfin, moi, je sais qu'il est plein de couleurs, ça me fait parfois des petits pièges, hein, on a expérimenté il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, j'ai plein de couleurs partout. Et alors, ça me fait beaucoup rire ce que tu me dis, les trucs en gris et blanc. C'est il y a quelques années, je faisais énormément dans ma vie précédente de tableaux Excel. Alors là, je pondais du tableau Excel à la volée et je mettais de la couleur. Et il y avait mes clients qui me disaient: «Ah oui, mais de toute façon, on sait que c'est vos tableaux, hein, avec des colonnes roses, bleues, vertes. On sait d'où ça vient. C'était des ingénieurs, tu sais, bien carrés. Mais Alors eux, le noir et blanc, ça leur allait très, très bien et moi, c'est j'arrivais meilleur avec pour mon les machin». imprimantes. Mais mais non, mais après, c'est ne pas du tout tenir compte de toute une moitié de notre cerveau que de fonctionner en noir et blanc. C'est ne pas du tout tenir compte de notre cerveau droit, de la partie créative, de la partie sensorielle, qui est pourtant à la base de notre mémoire de manière générale. On n'a pas un cerveau super performant quand il s'agit de retenir des choses. Donc, si on lui indique pas avec des sensations, des émotions, si ce qui est important ou ce qui ne l'est pas, une liste, il fait pas la différence entre le point 1 et le point 12. Enfin, voilà. Par D'accord. contre, s'il y a du rouge, s'il y a des points d'exclamation qui dépassent, etc., là, la ligne a une chance d'attirer l'attention et d'être retenue. Si tout est sur le même plan, tout a exactement la même importance. Nourrir le chat, racheter une entreprise, éviter la faillite, enfin voilà. Oui, Et tout voilà, ça est exactement sur le même pied d'égalité, quoi. on est Et donc, d'accord. on a besoin de techniques pour Mmh, mettre ça en évidence mmh. et c'est pas évident, ça demande un effort que de choisir quelles sont les priorités, quels sont les objectifs les plus importants. Ça demande un effort, ça demande du temps et puis parfois aussi d'être accompagné, clairement. Oui et puis ça demande l'effort de se dire qu'on se limite aussi au nombre de choses importantes dans sa vie. Comme tu l'as dit Mmh. tout à l'heure, on peut pas rajouter rajouter le truc, c'est un puits sans fond et on y va, je rajoute des priorités, on peut pas. Et savoir se dire que, bah, en ce moment, c'est pas le bon moment pour ce projet-là, même s'il nous tient énormément à cœur parce qu'on a d'autres choses à faire ou que c'est pas le bon moment dans notre vie. Moi, je me souviens d'une jeune femme, que j'adore, que j'ai interviewée beaucoup, qui me disait toujours: «Priscille, quand je vois tout ce que tu fais, du sport le matin, le soir, le machin, le truc, voilà». Je lui disais: «Oui, mais toi, aujourd'hui, tu as des petits bébés. Moi, quand j'avais des petits bébés, je faisais pas tout ça, hein. Je le fais maintenant parce que mes enfants sont adultes, donc attends un petit peu, ça va venir. Mais en ce moment, ta priorité, c'est l'éducation de tes enfants, c'est les moments de la vie. Dans les Mmh. moments de la vie, qu'ils soient professionnels ou personnels, il y a des moments, c'est pas le bon moment, quoi qu'on fasse, même si ça nous tient hyper à cœur. Il faut juste être un peu patient, peut-être faire des petites préparations pour l'avenir, mais quand c'est pas le bon moment, on n'a pas la peine d'essayer de caser ça dans son agenda et on va perdre quelque chose, quoi. On va perdre du plaisir, on va perdre, voilà. Ouais, surtout, pour moi, le fait de choisir consciemment et de mettre en avant certaines parties, c'est aussi leur donner toute la place qu'elles méritent. Ouais. C'est aussi les vivre pleinement. C'est en profiter complètement. Parce que je le vois dans les entreprises où ils essayent de caser plusieurs projets en même temps. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'effectivement, ils ont la possibilité de lancer plusieurs projets en même temps. Et par contre, ils n'ont pas plus de main-d'œuvre pour la cause. Et donc, tout le monde se disperse sur les projets. Ça prend plus de temps. On s'y perd. Ça génère énormément de stress. Les gens sont tout le temps sous pression. Et puis, finalement, on finit un projet à l'arrache, mais on en commence directement un autre et on n'a pas tout à fait fini l'autre. Et donc, il n'y a aucun moment où on célèbre. Alors que ce côté, en fait, je suis en train de faire un truc, je le fais à fond, je le fais super efficacement parce que je le fais très vite, parce que toutes les ressources sont dessus, donc on peut y aller à fond. Heu, je dis pas qu'il faut absolument rien faire en parallèle, hein, mais Tu de es manière d'accord? générale, J'entends bien, on oui. a un focus sur Mmh. lequel on avance et sur toutes les forces de l'entreprise sont sur ce focus. Et une fois qu'on l'a atteint, mais c'est vraiment la fête pour tout le monde est super content et on gagne en énergie sur le fait d'aller vers un objectif suivant. Et Et plutôt que d'épuiser les gens petit à petit à faire des tas de choses, mais en fait, on les stimule mmh, de plus en plus d'un projet, de plus en plus. Et si on a bien réussi, on a envie de faire encore mieux la fois suivante. on est d'accord. Et alors moi, je le vois, je suis tout à fait alors alignée là-dessus, parce qu'en plus j'étais chef de projet pendant, très, très longtemps, donc des projets, j'en avais toujours, 15 sous le coude. Alors après, c'était des projets clients, donc quand le client était satisfait, il était content, tout allait bien. Nous, c'était bien. Mais il y a une chose que j'ai remarquée, c'est notamment par rapport aux projets de changement. Mmh. La courbe du changement, hein, tu connais, il y a la vallée de la Ouais. mort où rien ne va, et puis après on remonte. Et en général, le côté où on remonte, on est beaucoup plus performant qu'avant, Mmh. puisque c'est pour ça qu'on a changé, parce que sinon, il n'y a pas de bénéfice, ça sert à rien. Et
encore faut-il se laisser le temps de voir les bénéfices. Parce que bien souvent, il y a beaucoup d'entreprises, à peine ils sont arrivés, alors ils ont à peine passé la vallée de la mort, ils commencent juste à ressortir la tête de l'eau, que ping, on se dit, le projet est fini, ce qui est complètement faux. Tac, on nous en met derrière, on repart sur un nouveau projet de changement pour autre chose, machin, machin. Et on ne voit jamais, en fait, réellement le bénéfice de ce projet de changement qui est toujours difficile. Un changement, c'est jamais simple. Et hop, tout on est reparti, on est dans un changement perpétuel. Alors, le monde est un changement perpétuel, certes, mais il y a peut-être une cadence, peut-être quand même, à voir un petit peu dans les entreprises, en tout cas dans certaines entreprises, pour que les gens, au-delà de célébrer, puissent aussi voir un peu, récolter un peu les fruits de leurs durs efforts, au lieu de repartir dans un nouveau cycle de difficultés, de vallée de la mort et machin et trucs. Ils sont toujours dans la vallée de la mort, en fait. Ouais, après, tu travailles avec des entreprises qui sont plus grandes que celles avec lesquelles je travaille. Donc, forcément, le rythme auquel je travaille est souvent plus soutenu parce que on n'a pas la même inertie, simplement, avec une équipe de 50 personnes qu'avec une équipe de 3000. Hein. Voilà. On est d'accord. Et en fait, dans les entreprises de 50 personnes, en fait, parfois, c'est même pas tellement un délai qui doit réellement changer. C'est parfois simplement les 2 heures de réunion où on prend acte que ça a changé. Et on se met juste le temps de se poser pour se dire ah ouais, ça a changé. Enfin, ah ouais, non, mais c'est mieux qu'avant, quoi. Enfin, parce que sinon, ils sont tout le temps dans leur dynamique de ah bah oui, le produit est sorti, c'est bon, ah bah oui, c'est bon, c'est fait, c'est pas bien. Et ça part dans tous les sens. Et puis, il y a aucun moment où, en fait, ils prennent 3 minutes pour se dire ah, mais c'est cool ce qu'on a fait, en fait. Enfin, bravo. c'est ça. Pat in the back. Et parfois, c'est vraiment des moments qui sont même très courts, qui vont pas avoir d'incidence sur la rentabilité, sur le temps utilisé, etc., mais qui vont par contre motiver les gens de manière mais complètement exponentielle. On est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Alors, parce qu'on arrive à la fin de notre demi-heure, pour faire un petit mot de la fin, comment, pour ton sujet de comment faire de l'organisation son ami, comment conclurais-tu? Mais de changer vraiment de point de vue sur ce côté, je ne dois pas m'organiser, mais je choisis de m'organiser parce que ça me permet de faire les choses que j'aime et qui sont importantes pour moi. Bravo, merci Karine. Alors, on va finir par les 3 petites questions, obligatoires de ce podcast. D'accord. Qui sont alors la première, aurais-tu un livre, qui te plaît beaucoup à nous recommander? Alors, j'aurais pu prendre Getting Things Done de David Allen, qui effectivement reste dans les grands classiques pour moi, que je relis régulièrement. Par contre, pour le moment, je lis J'ai pas les J'ai pas codes les codes. de Christelle Petit-Colin, et je trouve ça assez intéressant puisqu'on est dans le monde des zèbres HP surefficients et autres atypiques. Et j'aime beaucoup sa position qui est de dire qu'en fait, finalement, on est différents. Donc, c'est nous qui n'avons pas les codes et donc on va peut-être juste s'adapter puisqu'on a les capacités pour le faire. Et j'aime beaucoup cette position de non-victimisation et au contraire de simplement aller rechercher les outils pour pouvoir avancer dans le monde comme on le veut. Parce que, on va faire rapide là-dessus, mais effectivement, on doit s'adapter à tout. On a des gens qui sont plus visuels, plus auditifs, plus kinesthésiques, plus ceci, cela. Donc, on a tous des différences. Hein. Et donc, on apprend à comment on fonctionne. Et puis, voilà. Donc, pour moi, c'est valable aussi pour cette partie des HP et qui doivent aussi s'adapter, quoi. Mais c'est vrai qu'en ayant un peu des informations sur comment on fonctionne, ça peut aider. Bien sûr. C'est la même chose qu'en organisation. Hein. Voilà, c'est chouette de savoir comment je fonctionne pour pouvoir m'adapter et faire en sorte d'aller vers quelque chose qui me plaît. Voilà, et encore une fois, pour se positionner à faire des choix et pas en victime un peu de ce qui nous arrive, entre guillemets. Tout à fait. Alors ensuite, une citation. Alors, c'est Saint-Augustin qui disait « Avance sur ta route, car elle n'existe que par ta marche ». Très belle phrase, hein. Moi, je trouve ça. Elle m'accompagne depuis plusieurs années et elle me donne envie de construire chaque jour la vie dont j'ai envie. Ouais, c'est clair. Très beau. Merci, Karine. Et le dernier, un petit truc d'organisation que tu nous recommandes au-delà de ce que tu viens déjà de partager avec nous, qui est très intéressant. Alors, je me passe difficilement du bilan de la semaine. C'est vraiment le moment qui me permet de clôturer ce qui est en cours, de préparer la suite et puis justement de prendre ces petits temps
comme tu le disais tout à l'heure, de tape dans le dos, où effectivement, on peut se féliciter pour tout ce qui a été fait et aussi se rendre compte de tout ce qui a été fait. Oui. Sinon, généralement, on passe d'une chose à l'autre, sans donner l'importance que notre vie mérite. Ouais. Moi, j'utilise un petit questionnaire. Alors, je suis très digitale, mais malgré tout, j'ai quand même un agenda papier Waouh! qui propose donc une petite rétrospective hebdomadaire, un petit bilan, Mmh. hein, qui est à la fois qu'est-ce qu'on a fait et puis qu'est-ce qu'on va faire aussi la semaine prochaine. Donc, c'est un petit peu les deux. Mmh. Et il y a des questions intéressantes donc qui rejoignent d'ailleurs très bien les rétrospectives agiles ou les questions que tu viens de poser. C'est-à-dire que non seulement on fait on reconnaît ce qu'on a fait, Mmh. prévu ou pas, parce que parfois, effectivement, il y a des choses qu'on a prévues, qu'on n'a pas fait, mais on a fait d'autres choses à la place. Heureusement. Voilà. Heureusement qu'il y a un peu de place pour l'imprévu dans la vie. Voilà, parfois c'est tout imprévu, hein, mais bon, voilà, quand Mmh. tout part à vélo, le moins possible quand même. Et aussi noter, moi ce que j'aime bien, c'est aussi cette façon de dire, voilà, il y a ça qui n'a pas bien marché. Mmh. Et moi, dans mon modèle, j'ai le moyen de dire, enfin, c'est prévu, en tout cas un petit paragraphe qui dit, voilà, ça n'a pas bien marché, donc du coup, qu'est-ce que je vais mettre en place pour éviter de répéter aussi les erreurs? Parce que si on fait toujours la même chose, en espérant des résultats différents, ça risque pas bien de marcher. Donc, si on se rend compte que, je sais pas, 3-4 semaines de suite, enfin, moi, je me rends compte, en tout cas, que 3-4 semaines de suite, il y a ce truc-là qui passe pas, Mmh. que je le procrastine, par exemple. Je dois le faire, mais il est dans mon truc depuis 4 semaines et je le fais jamais. Donc, il y a peut-être un problème derrière, hein. Dans ce cas-là, il faut Voilà. juste pas le faire. Il faut l'abandonner complètement. Oui, ou alors c'est comme on dit, hein, c'est surtout dans la méthode de David Allen, c'est que c'est trop gros et qu'on ne sait Mmh. pas par quel bout le prendre, hein. Ça peut arriver aussi, je peux avoir mal fait ma planification ou avoir mis des termes trop vagues ou alors le pourquoi n'est pas assez fort ou c'est pas le bon moment, hein, aussi, ça peut être juste pas le bon moment. Ou alors des techniques, on peut avoir utilisé de mauvaises techniques qui font que, ben voilà, on est toujours à la bourre parce qu'on a lâché un truc, on est moins sérieux dans son bilan ou enfin je sais pas. Et donc cette partie de se dire voilà, qui n'a pas marché et que je pourrais améliorer plutôt que d'essayer de répéter toutes les semaines la même chose et de dire: «Ah ça marche pas». Ouais, j'ai une vision plus optimiste là-dessus, et du coup, plutôt que de m'attarder sur ce qui a pas marché, alors je Ah je le fais aussi ce qui a bien marché, hein, ça il y a pas de c'est un souci. job, c'est un Oui, job qui est important et ouais. qui est riche, dans le Mmh. truc, mais j'aime beaucoup, la une question que je me pose, chaque semaine, c'est: quelles sont les nouvelles opportunités qui se sont présentées à moi cette semaine? Heu, Parce que souvent, en fait, on passe à côté. On a rencontré quelqu'un, mais ouais, on doit le rappeler, mais on n'a pas on s'est pas plus souvenu que ça. Et du coup, vraiment, ces nouvelles opportunités et de remarquer toutes les choses qui se mettent sur notre chemin pour contribuer à notre réussite et, et nous donner les moyens d'aller exploiter toutes ces choses qui se mettent en chemin pour qu'on puisse réussir et avoir une vie comme on la souhaite. Poétique, hein, cette conclusion-là, les choses qui se mettent sur notre chemin pour nous aider à réussir, c'est très beau, ouais. Oui, oui, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se bouger, hein, mais ouais. Ah bon, on est d'accord, hein, ça tombe rarement tout cuit, hein, ça c'est clair que voilà, on est d'accord. Karine, c'était, passionnant, je te remercie 1000 fois. Est-ce que tu peux rapidement nous dire où est-ce que les auditeurs ou spectateurs peuvent te retrouver sur la toile? Ah, ils peuvent me retrouver à Karine V, donc CARINEV, .com. Et ils me Voilà, trouveront sur internet, sur Instagram, sur Facebook, LinkedIn, tout ça. ou à Karine V partout, Ah, on voit Karine V partout. Enfin, j'espère de plus en plus, totalement voilà. uniforme, Voilà. c'est parfait, on te trouvera facilement. Merci 1000 fois, merci à tous de nous avoir suivis et à très vite pour un prochain épisode. Bye Merci bye. Priscille.